Alors, salut à tous. J'ai décidé de vous présenter aujourd'hui une vidéo de débunkage. Ça faisait un moment que je voulais en faire. Il y a pas mal de vidéos qui me révoltent régulièrement sur internet. Cyrus North a sorti il y a un peu plus de 24 heures une vidéo sur «Peut-on annuler la dette?» featuring le gouverneur de la Banque de France. Et donc on va voir ensemble ce que ça donne parce que cette vidéo m'a scandalisé. C'est de la pub, sans aucun recul pour nos institutions. Je vous propose d'y réagir ensemble. Yo les parapotes, c'est un petit peu last minute ce qui se passe. J'ai une opportunité. Cette semaine, on m'a appelé, genre il y a juste quelques jours, pour me dire que je pouvais potentiellement interviewer le gouverneur de la Banque de France. Alors déjà, ça c'est assez marquant. Donc une opportunité de dernière minute, donc il va nous expliquer ensuite pourquoi. Mais donc on appelle un youtubeur pour interviewer le gouverneur de la Banque de France. Donc c'est clairement de la com. Chose qu'on ne sait pas, c'est est-il rémunéré pour ça? Combien est-il rémunéré? Ce qui aurait peut-être été plus intéressant, c'est que lui-même contacte le gouverneur de la Banque de France si c'est un sujet qui l'intéressait réellement et qu'il puisse, lui poser des questions réfléchies et qu'il ait pris le temps vraiment de réfléchir à la question. Là, du coup, c'est la dernière minute, donc il va nous le dire par la suite, mais il a préparé des questions avec ses abonnés et ses followers sur Instagram. Et malgré qu'il ait fait un petit travail de préparation, vu la durée qu'il a eue pour le faire, ça crée forcément des biais d'analyse et je doute de ses compétences, on verra par la suite en économie, qui fait que, bah, il n'aura pas forcément la perspicacité de réagir à ce que va lui dire le gouverneur. Et donc ça va être comme la plupart des vidéos qui sont faites régulièrement avec des youtubeurs et des politiciens, un youtubeur qui met en avant un politicien et qui ne saura quoi répondre quand il y aura des choses fausses qui seront dites. Et donc lui poser absolument toutes les questions que je voulais. Moi, je me suis toujours posé beaucoup de questions sur l'économie en général. J'ai fait une classe prépa HEC et je suis parti en école de commerce à Bordeaux. Donc tout ça, ça m'a toujours intéressé en fait. Et donc je me suis dit qu'au lieu que ce soit juste mes questions, je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez des questions à poser. J'ai pris mes questions, j'ai pris vos questions, je les ai tout mixé, etc. J'en ai fait un truc cool. Et je vais tout de suite. Donc là, voilà, bon, il dit qu'il a fait HEC, que les écoles de commerce l'intéressaient. Je sais pas depuis combien de temps il n'a pas étudié la question et de quelle manière il s'y intéresse. Mais encore une fois, on verra par la suite qu'il n'est pas forcément le plus compétent sur ces questions-là et moi aussi je m'intéresse à plein de choses, mais c'est pas pour ça que j'irai interviewer, je sais pas, bah, typiquement, j'aurais pas pu faire ce qu'il fait. Je suis compétent en économie, mais je me considère pas assez compétent pour aller interviewer le directeur de la Banque de France. Là, en étant chez moi, en disposant de données, à portée avec, Google, c'est forcément plus évident de critiquer ce qu'il a fait, mais voilà, étant pas compétent à sa place, j'aurais tout simplement refusé l'invitation. Je viens d'arriver à la Banque de France. Nawal, pourquoi on est là? On est là pour que tu interviewes le gouverneur de la Banque de France. Bon, donc là, on voit qu'il y a son agente avec lui. Donc déjà, s'il y a son agent, j'imagine qu'il a été rémunéré pour cette action, donc ça répond en partie à la question que je me posais en début de vidéo. C'est là parce qu'un grand youtubeur leur a fait faux bon. Du coup, ils l'ont remplacé par un autre grand youtubeur. Ah, Donc voilà, alors ce qui m'intéresserait aussi, c'est de savoir quel grand youtubeur, leur a fait faux bon. Est-ce que c'est un grand youtubeur, qui ne s'intéresse pas du tout à l'économie ou est-ce que c'était un spécialiste de l'économie, et qui a là, ça aurait du sens, que cette interview se fasse. Donc ce qui aurait été intéressant, c'est, notamment en termes de youtubeurs spécialistes de l'économie, ben, si c'est Horeca qui intervenait, bah, c'est assez intéressant. Il a fait plusieurs vidéos sur la BCE, sur les banques et sur le système monétaire. Donc là, il aurait été très pertinent pour poser des questions au gouverneur de la Banque de France. Une autre chaîne qui aurait été intéressante, c'est DataGull. On sait qu'ils font régulièrement des recherches sur plein de sujets. Ils ont notamment fait plusieurs vidéos sur l'économie, donc je pense qu'ils sont également plus formés à ça que Cyrus North. Et enfin, un dernier youtubeur qui aurait été intéressant parmi les youtubeurs français, la chaîne de Stupid Economics qui s'intéresse, ben, comme son nom l'indique, à l'économie de manière régulière et qui, est également du coup, encore une fois, mieux placé pour faire cette interview que Cyrus North. Si on revérifie la chaîne de Cyrus North, on voit que ses dernières vidéos, c'est plus pour amuser la galerie. Il peut peut-être s'intéresser à l'économie, mais en tout cas, il ne le montre pas dans ses vidéos. Et du coup, ben, quand on voit le titre de ses vidéos, «Est-ce que vous êtes des merdes? Faut-il croire à l'astrologie?» «J'ai testé le sommeil polyphasique» et cetera. C'est pas trop des sujets qui se ramènent à des questions, économiques. Et encore une fois, bon, je me répète, plusieurs fois, mais je pense qu'il n'était pas du tout, propice qu'il accepte cette invitation. Il aurait dû refuser selon moi. Et donc voilà, on va aller poser les questions de ta communauté, tes questions à toi. On va essayer de comprendre à quoi sert la Banque de France. Et dans les trucs les plus sexy que peut faire la Banque de France, il y a tout simplement stocker tout l'or de la France. Ça se fait dans une salle qu'on appelle la souterraine, et il y en a pour 110 milliards d'euros. Donc voilà, je rappelle rapidement qu'il y a 110 milliards d'euros actuellement, mais que Sarkozy en a vendu une bonne partie à prix cassé. Donc bon, voilà, c'était juste histoire de le rappeler. Faut pas qu'on oublie ce qu'a fait Sarkozy à ce niveau-là quand même, c'est important. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. On revient à l'intro. Ouais. Et puis aussi, ils sont indépendants. Voilà ce que j'allais dire. C'est, Donc on ne prend pas parti pour un gouvernement ou exactement, pour un parti. exactement. C'est-à-dire que le gouverneur de la Banque de France est nommé
par le président. Donc là, il a été nommé par Hollande. C'est nommé, mais il y a droit de veto de l'Assemblée et du Sénat. Et aussi, l'interview, elle est dans un lieu qui s'appelle la Cité économique, Citéco. Juste ici, en fait. Et c'est incroyable. C'est Harry trop beau. Potter. C'est Gringotts. Gringotts, le truc. Juste pour ça. Donc encore une fois, là, on se rend compte, hein, bon, outre le fait qu'il a probablement été rémunéré pour cette vidéo, mais je m'engage pas plus que ça. J'aimerais bien qu'il y réponde. Enfin, j'en sais rien en fait au final. Mais on voit aussi qu'il y a tout le prestige comme McFly et Carlito qui interviewent, qui font un concours d'anecdotes avec le président de la République. On voit que là, c'est le prestige de pouvoir se rendre à la Banque de France dans des locaux assez prestigieux qui attirent tous ces youtubeurs célèbres à faire ces mises en avant et ces publicités. Moi, j'appelle ça de la publicité. Ça valait le coup de dire oui. Ouais. Donc on y va, hein? Ouais, let's go. Let's go. On est à Citéco, donc la cité de l'économie. Je suis avec monsieur le gouverneur de la Banque de France. Merci pour votre temps. Bonjour. Bonjour. Merci. J'ai eu plein de questions. Donc on va faire une petite pause pour voir qui est ce gouverneur de la Banque de France. Quand on voit son parcours, donc il a été directeur général délégué de BNP, président directeur général de CTLM, directeur général des impôts. Donc il a un parcours très classique, très dans les institutions financières actuelles. Et donc il va gérer ça, forcément, on va voir sa manière d'y répondre, comme la plupart des économistes actuels, avec une vision très keynésienne de l'économie. Et c'est qu'une vision parmi d'autres, et donc faut pas prendre pour argent comptant tout ce qui nous est dit là, c'est absolument pas une vision universelle de ce que pourrait être l'économie avec un peu d'idéologie. Donc là, il faut savoir que cette personne, ayant fait Polytechnique et l'École nationale d'administration, est très formatée dans le système actuel. Donc ses réponses vont forcément aller dans ce sens-là. Ah, j'ai oublié de préciser aussi, donc là c'est une vidéo qui dure 19 minutes, tirée d'une interview qui fait 1 heure. Donc je mets quand même ce bémol sur mes propos, c'est que peut-être que dans le reste de l'interview, il y a des réponses et des remarques de Cyrus que je ne connais pas. J'ai pas eu le temps de regarder encore la vidéo d'1 heure. Après, malgré tout, c'est Cyrus North, son agente et tout le reste de son équipe, je sais pas combien ils sont à travailler sur sa chaîne, qui ont choisi ces extraits-là. Donc il est aussi responsable de ce qu'il choisit de publier et de partager à ses abonnés. Alors, ma première question, c'est le lien avec la Banque de France. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé cette question. Est-ce que, enfin, le lien avec la BCE, pardon, entre la Banque Centrale Européenne et la Banque de France. Est-ce que la Banque de France, elle est aujourd'hui encore indispensable, sachant qu'il y a la Banque Centrale Européenne et qu'il y a énormément de décisions qui sont prises à la Banque Centrale Européenne? Alors, c'est une question qu'on nous pose souvent, c'est de dire pourquoi est-ce qu'il y a encore une Banque de France, alors que depuis plus de 20 ans, notre monnaie, c'est l'euro, et qu'effectivement, il y a une Banque Centrale Européenne. Alors, la réponse, c'est qu'ensemble, on forme un système fédéral, ce qu'on appelle l'eurosystème. Si vous allez à Francfort, il y a la Banque Centrale Européenne, mais juste à côté, il y a ce qu'on appelle la Bundesbank, qui est l'équivalent de la Banque de France pour l'Allemagne. On prépare ensemble les décisions. Nous sommes responsables, nous, Banque de France, de toutes les opérations de l'eurosystème pour l'économie française, les entreprises françaises, les familles en France. Donc là, ce qu'il dit, c'est très concrètement, c'est vrai. Hein, il n'y a rien de... la prise de décision. Il n'y a rien de fantastique, hein, c'est tout simplement effectivement le rôle de la Banque de France au sein de l'eurosystème. Les banques centrales nationales ont également du poids parce que ce qui ne sera pas précisé dans l'interview, mais qu'il est important de savoir, c'est que c'est les banques nationales qui sont responsables de l'émission de billets dans un pays. Et chaque pays produit ainsi ses euros. Donc tous les pays n'ont pas les outils pour produire des billets suffisamment sécurisés. Donc la Banque de France produit également des billets pour d'autres pays. Mais les billets sont attitrés à un pays donné. Et donc les banques centrales sont nécessaires parce que la Banque centrale européenne ne peut pas émettre de la monnaie pour tous les pays de la zone euro. Chose qui est induite par ça et qui n'est pas souvent rappelée non plus, c'est que la France possède encore une monnaie donc, qu'on appelle euro, qui a un taux de change de 1 pour 1 avec les autres monnaies européennes qui participent à l'euro. Mais en fait, on a un euro franc, un euro marque, un euro de tous les pays, un euro lire, etc. Qui fait que si jamais un des pays décide de quitter la zone euro, il possède déjà sa monnaie en fait. C'est juste que pour le moment, il l'appelle euro, mais il suffirait de changer le nom. Et ensuite, le taux de change varierait forcément en fonction de la confiance qu'auraient les investisseurs et les différents acteurs du système économique vis-à-vis de la nouvelle monnaie ainsi récupérée par la France. Mais en gros, les banques nationales ont ce rôle d'émission de monnaie. Et ça permet à chaque pays de conserver encore une certaine autonomie sur ce sujet-là. Et effectivement, ensuite, les différents gouverneurs des banques nationales se rencontrent pour quand même avoir des politiques communes. Mais voilà, c'est quelques petites nuances. Et toute la vidéo se base là-dessus, en fait, sur plein de petites nuances qui ne sont pas évoquées, plein de non-dits qui ne sont pas évoqués et qui changent beaucoup la vision des spectateurs vis-à-vis de ce qui peut être dit. Moi, je suis membre de ce qu'on appelle le Conseil des gouverneurs. On décide les choses ensemble et je porte la voix de la France et puis l'analyse de la France. Après, évidemment, il y a une seule décision qui s'applique à tous.
Mais ça marche très bien. On n'est pas là simplement pour représenter les intérêts de son pays. Chacun cherche l'intérêt commun des Européens. Il y a une question que je me posais à titre personnel. Bon, alors l'intérêt commun des Européens, faut pas être dupe non plus, hein. Il y a quand même des pays un peu plus puissants comme l'Allemagne, la France, et principalement ces 2 pays et un peu l'Italie et d'autres pays qui ont quand même un poids plus important que les autres et actuellement, par la réussite économique, fracassante de l'Allemagne, je peux vous assurer que la Deutsche Bank et l'Allemagne ont un poids assez monumental sur les décisions qui sont prises au niveau de la BCE et faut pas croire que tous les petits pays, européens ont autant de poids dans les prises de décision. Je kiffe l'euro, je suis très content de l'euro, etc. Mais Bravo. merci. Moi aussi. Ok. Mais est-ce que si on voulait sortir de l'euro, on le pourrait et comment ça se passerait? Ça serait extrêmement compliqué de sortir de l'euro pour une raison d'ailleurs très simple, c'est que la monnaie s'est fondée sur la confiance. Et quand vous avez une bonne monnaie et que vous acceptez d'être payé en euros ou d'emprunter en euros ou de placer votre épargne en euros, si on vous dit, Cyrus, demain, attention, il y a un petit risque que l'euro, ça devienne une monnaie moins bonne, là, vous allez commencer à faire très attention. Alors voilà, donc ce qui est sous-entendu ici, c'est clairement que si on revenait au franc, bah, le franc serait une monnaie moins bonne que l'euro. Sachant que bonne ou mauvaise monnaie, c'est un adjectif qualificatif, c'est abstrait. Qu'est-ce qu'une bonne monnaie? Ça dépend un peu de chacun. Pour moi, une bonne monnaie, ça serait une monnaie qui permet, par exemple, de délivrer des bons salaires à tout le monde et d'avoir, par exemple, le pouvoir d'achat suffisant pour chacun dans la société et qui se répartissent bien. Quand on a des gens comme ça qui nous disent: «Bonne monnaie», il faut comprendre une monnaie stable et pour eux, ce qui compte, c'est que la monnaie soit stable et que les gens aient confiance dans la monnaie et ne soient pas trop soumises à des variations d'inflation d'inflation et de déflation. Et donc l'important pour eux, une bonne monnaie, c'est une monnaie stable. Sachant qu'effectivement, selon leur définition, avant la création de l'euro, le franc avait tendance à des fois s'envoler ou à faire l'inverse, à perdre de la valeur sur les marchés financiers, en fonction, globalement de l'état de l'économie française. Donc effectivement, quand l'économie française se portait bien, bah, la monnaie était plutôt forte et quand l'économie française se portait un peu moins bien, la monnaie perdait de sa valeur. Mais c'est des équilibres qui sont globalement nécessaires et finalement ça marchait pas si mal à l'époque, parce que ça permettait de diminuer les importations, ben, quand on n'avait pas les moyens d'importer et d'augmenter les exportations, quand, notre monnaie était faible parce que, bah, nos produits étaient pas chers et pouvaient se vendre, facilement à l'étranger. Donc ça rééquilibrait automatiquement l'économie. Maintenant, c'est fait de manière artificielle et on a certes une monnaie stable, mais finalement, est-ce que ça bénéficie au plus grand nombre et donc à chacun d'entre nous? Est-ce qu'on a des emplois facilement et une économie qui se porte bien? Je suis pas sûr qu'une bonne monnaie, selon leur définition, corresponde à ces critères. Le propre d'une banque centrale, c'est de pouvoir créer de la monnaie. Alors quand on dit créer de la monnaie, c'est de l'argent qui est prêté simplement à l'économie à des conditions très favorables, en général via les banques, mais pour qu'elles financent les entreprises et les ménages. Donc voilà, ça, c'est encore concrètement absolument vrai, hein. Actuellement, les banques de France prêtent aux autres banques, aux banques commerciales pour qu'ensuite elles prêtent aux ménages et aux entreprises. Encore une fois, dans les non-dits que j'évoquais, il y a 2 non-dits dans ce qui est évoqué ici. C'est que ça n'a déjà pas toujours été comme ça. À une époque, la Banque de France pouvait prêter directement à l'État, par exemple, et le faisait. Ce qui permettait à l'État de profiter d'une monnaie, à taux zéro, on va dire, parce qu'elle remboursait ce qu'elle empruntait à la Banque de France et n'avait pas des intérêts à payer à des investisseurs privés. Et l'autre non-dit qui n'est pas dit ici, c'est qu'actuellement la banque centrale prête effectivement aux banques commerciales et plus aux particuliers, mais également à une époque, la banque centrale, pouvait prêter à des particuliers. Avant les années 40, elle prêtait notamment la moitié de ce qu'elle prêtait allait directement chez les particuliers et l'autre partie allait auprès des banques. Et donc c'est juste simplement des choix politiques. Il faut qu'aujourd'hui la Banque de France, est obligée de prêter aux banques commerciales qui ensuite, selon leur bon vouloir, prêtent ensuite aux entreprises. Donc, elles ont des intérêts à prêter aux entreprises parce qu'elles bénéficient de taux de remboursement plus faibles si jamais elles prêtent aux entreprises. Mais là, pareil, les restrictions ont diminué au cours du temps et quand, jusqu'aux années 80-90, la banque centrale pouvait vraiment diriger, la monnaie vers les investissements, par exemple, que l'État avait décidé ou qui étaient intéressants pour le pays. Ben aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. C'est quand même les banques commerciales qui décident où elles investissent leur argent. Si elles décident de prêter, uniquement à des investisseurs étrangers, bon, chose qui n'arrive pas, mais ou que sur des projets qui ne bénéficient pas à l'économie française, elles peuvent le faire. Elles bénéficieront juste d'un taux moins avantageux auprès de la banque centrale. Voilà, ça c'était important de le rappeler. Quand l'activité n'est pas assez forte, ça se mesure par le fait qu'il n'y a pas assez d'inflation, pas assez de hausse des prix. À ce moment-là, on crée davantage de monnaie. Puis en sens inverse, quand l'activité est trop forte, et ça se mesure par le fait qu'il y a trop d'inflation, à ce moment-là, on reprend cette monnaie. Okay. Et tout notre métier, c'est de bien régler la température de l'économie. Ce qu'on considère comme le bon degré d'inflation, c'est 2%.
C'est un peu, si vous voulez, comme la température du corps. On est bien quand on est à 37 degrés. Quand l'inflation est en dessous de 2%, c'est une espèce d'anémie, de faiblesse de l'économie. C'est ça qui menaçait très très fort au moment de la crise coronavirus. Si l'inflation passe durablement au-dessus de 2%, c'est de la fièvre, quoi, hein. Et à ce moment-là, il faut un peu refroidir les choses. Donc encore une fois, là, c'est ce qui est admis actuellement par la pensée dominante. Mais 2 d'inflation, il faut quand même comprendre que c'est un chiffre complètement, abstrait. Actuellement, avec, les règles qu'on s'impose, effectivement, il faut qu'il y ait un peu d'inflation et de croissance pour pouvoir faire tourner l'économie. Mais, rien n'empêcherait un système décroissant avec une économie qui fonctionne bien. C'est tout un système à repenser, mais voilà, donc sa règle des 2 là, effectivement, ce qu'il explique sur le fait d'être en dessous ou au-dessus, bah, c'est vrai actuellement, mais, c'est absolument pas une vérité absolue. De ce que j'entends, j'ai l'impression que le sous-texte, c'est que du coup, on risque une décroissance. C'est ça ou pas? Alors, on risque en tout cas une croissance insuffisante, hein. Ok. Quand il n'y a pas assez d'inflation, ça veut dire que la demande des consommateurs n'est pas suffisante par rapport à l'offre, c'est-à-dire ce que produisent les entreprises. Mais je rebondis sur le thème de croissance et décroissance Mhm. parce qu'on est dans un monde avec donc des matières premières finies, etc. Et qu'en fait, on est en train de viser une croissance infinie, parce que la décroissance, elle n'est pas inévitable. Alors, j'ai dit qu'il fallait garder l'équilibre un Ouais. peu autour de l'inflation. Je crois que c'est la même chose autour de la croissance. Je ne crois pas à la croissance infinie. Mais il ne faut pas n'importe quelle croissance. Je crois que c'est ça qu'on est. Donc il ne croit pas à la croissance infinie, mais il préconise quand même une croissance à 2 année après année. Donc faut savoir quand est-ce qu'elle s'arrête, parce que si on augmente de 2 chaque année, c'est, quelque part une croissance infinie. Est en train de changer, c'est qu'il faut une croissance verte. Alors croissance verte, bon, je vais pas revenir sur ce mot qui ne veut absolument rien dire. Une croissance verte pour moi, c'est des arbres qui poussent, hein, c'est absolument pas l'économie, mais une croissance verte, s'ils veulent. Mais ça veut dire encore plus consommer, plus dépenser et ça n'a de valeur, ça n'a du sens qu'en économie, la croissance verte, hein. Concrètement, dans la vie de tous les jours, la croissance verte, ça veut rien dire. Il faut une croissance qui soit assez juste sur le plan de la répartition. Moi, je suis très sensible au problème des inégalités. Pour prendre l'exemple de la croissance verte, on essaye vraiment d'aider dans la lutte contre le réchauffement climatique. Si je comprends bien, vous, donc la Banque de France, c'est indépendant par rapport, par rapport au gouvernement, par rapport On est indépendant par rapport à tout le monde. par rapport à tout le monde. Non, ça c'est très important. L'intervention des gouvernements ou des marchés financiers ou de puissances diverses, c'est pas bon du tout pour la monnaie. Parce que chacun a ses intérêts un peu propres. La monnaie, ça doit être le bien commun de tous les citoyens. On a dit, si on veut avoir la meilleure monnaie possible, il faut donner l'indépendance à la Banque centrale. Et donc, moi, quand je vais à Francfort, je n'ai pas le droit de recevoir le coup de fil d'un ministre ou d'un autre responsable politique, Y a pas ou de d'un billet, responsable ouais. financier ou d'un banquier qui me dit, vous devriez faire Ok. ça. Ça, c'est pas. Bien évidemment, ça se passe pas à Francfort, hein, ils en ont parlé avant, mais enfin, j'imagine. Mais bon, admettons qu'ils sont indépendants. On va parler de la dette. Moi, il y a un truc que je comprends pas avec la dette, c'est qu'est-ce qui se passe si on la rembourse pas, quoi? Alors, il faut rembourser la dette. Je vais vous dire pourquoi, Cyrus. Imaginez. Alors ça encore, il y a des grands débats qui existent entre les économistes. Il faut rembourser la dette, c'est très clairement, ça le positionne dans un camp, mais c'est pas une vérité absolue. Les économistes sont pas tous d'accord. Est-ce qu'il faut ou pas rembourser la dette? Ça a des intérêts, des inconvénients. Je vous invite à aller voir d'autres youtubeurs qui en parlent très bien parce que, c'est vraiment compliqué, je vais dire des grosses âneries dessus. Mais en tout cas, c'est pas aussi clair que ce qu'il dit. On n'est pas obligé de rembourser la dette et la manière dont il le justifie, sera vraiment déplacée. Vous m'avez prêté 100 euros. Ouais. Et puis moi, un jour, comme ça, je viens et je vous dis, ah ben non, les 100 euros, je ne vais pas vous les rembourser. Bon. D'abord, vous allez la voir mauvaise. Mais surtout, la conséquence, c'est que vous me prêterez plus jamais. Or, si les épargnants du monde entier ne veulent plus prêter à la France, ça, c'est très grave. Parce que la France, elle a très régulièrement besoin d'emprunter. Ok. Et Donc là, on peut qu'être d'accord avec lui. Effectivement, dans le contexte qu'il nous présente, bah, effectivement, si les investisseurs ne prêtent plus à la France, elle n'arrivera pas à financer tout ce qu'elle a à financer. Encore une fois, bah, on s'est mis nous-mêmes les chaînes, hein. C'est nos dirigeants qui ont choisi, que la Banque de France et la BCE ne pouvaient pas prêter directement aux États. Donc actuellement, oui, si on ne peut pas avoir d'argent, prêté par les investisseurs, bah, la France est dans une grosse merde, on va le dire clairement comme ça, c'est pas grave. Alors que si, la Banque de France était en état de prêter à la France, en fait, ça ne poserait aucun souci de ne pas rembourser la dette puisque, ben, la Banque de France crée cet argent de manière totalement artificielle et ne pas la rembourser ne mettrait à mal personne. Mais effectivement, dans le système actuel, ne pas rembourser la dette, ça créerait des gros soucis. qu'est-ce qui se passe si plus personne ne nous prête? C'est que j'imagine. Ah ben, si plus personne ne nous prête, c'est très ennuyeux. Parce qu'il y a toute une série de dépenses qu'on ne peut plus payer. Il y a un exemple, je ne sais pas si vous l'avez en tête, de temps en temps, il y a des difficultés aux États-Unis. Non pas parce qu'ils n'inspirent pas confiance, mais ils ont un plafond comme ça de dette. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord avec le Congrès, les républicains, les démocrates. Eh bien, ils ferment leur État pendant quelques semaines.
Alors là, c'est encore, là, je pense que c'est la pire info qui nous est donnée. Je pense qu'il y a du juste là-dedans. Je pense que c'est effectivement lié, à ce que peut emprunter les États-Unis. Mais cette histoire de plafond, c'est absolument pas un plafond, hein. Les États-Unis peuvent choisir, combien la réserve fédérale crée d'argent et donc c'est pas ça. C'est simplement quand les républicains et les démocrates n'arrivent pas à se mettre d'accord aux États-Unis. Donc l'arrêt des activités gouvernementales aux États-Unis, c'est effectivement quelque chose qui arrive, de temps en temps, pas forcément très souvent, mais quand même assez régulièrement. Et ça correspond à un arrêt des activités gouvernementales, donc c'est le shutdown auquel il fait référence. Et donc c'est une situation politique dans laquelle le Congrès échoue à autoriser suffisamment de fonds pour les opérations gouvernementales. Donc c'est vraiment une décision politique. C'est vraiment quand les républicains et les démocrates n'arrivent pas à se mettre d'accord, souvent quand d'ailleurs le Sénat n'est pas du même parti que le président de la République. C'est un moyen d'action pour montrer son mécontentement. Il refuse le budget et du coup, ça crée effectivement une grosse situation de blocage aux États-Unis avec beaucoup de gens qui cessent de travailler, qui ne sont pas payés pendant plusieurs semaines. Ah oui, oui, ça Il n'y a, arrivait. plus de gardes dans les parcs nationaux, il n'y a plus de services sociaux. Mais enfin, juste pour insister, ça n'a rien à voir avec la dette, hein. C'est vraiment tout simplement un combat politique au sein des institutions américaines. Il y a la gendarmerie locale qui s'arrête. Donc on ne peut pas se permettre, évidemment, d'arrêter les services publics en France. Mais honnêtement, quand on la regarde aujourd'hui, ça a l'air non remboursable. L'habitude qui s'est prise, c'est de comparer la dette à la taille de l'économie du pays, Ouais, le le PIB, PIB. le produit intérieur brut. La France, avant la crise Covid, c'était pratiquement 100%, déjà 98, 99. Et après la crise Covid, c'est 115%. Mais le plus préoccupant, c'est pas tellement le niveau absolu, c'est surtout l'évolution. C'est-à-dire, je veux vous dire quelque chose, quand j'avais votre âge, à l'époque, la dette, c'était autour de 40% du PIB. Ah ouais, c'est ce que j'ai Donc vu sur 3 le- fois moins qu'aujourd'hui. Ouais. Voilà. C'est ça notre problème, hein. Alors, je vais même être encore un peu plus précis. Alors juste, effectivement, c'est clairement notre problème, hein, le fait que la dette soit aussi élevée. Je réinsiste juste, encore une fois, il le rappelle pas. Si la dette est aussi élevée actuellement, c'est pas par hasard. C'est simplement parce que, ben, la France a décidé d'arrêter d'emprunter auprès de sa banque centrale, encore une fois. Donc la décision d'arrêter d'emprunter auprès de la banque centrale, date de 1973. Je vous laisserai aller chercher les informations sur le sujet. Donc il y a pas mal de graphiques comme ça qui tournent sur internet. Donc ça, c'est l'état de la dette, donc ça va jusqu'en 2012, donc on n'est pas encore à 100. Aujourd'hui, comme il est dit, dans la vidéo, autour de 115, voire plus, 115 du PIB. Donc le fait est que, bah, à partir de 73, alors que la dette était à peu près à 20 et que l'économie tournait bien, tout s'est bien passé quand on a arrêté d'emprunter auprès de notre banque centrale. Mais lors de la crise pétrolière, ça a commencé à créer un premier bond. Et en fait, là, les intérêts privés ont commencé à se manifester et peu à peu, la dette n'a cessé d'augmenter. Bon, alors contrairement à ce qui est dit, l'État arrive quand même, quand la situation économique est plutôt favorable, à faire des fois diminuer régulièrement un peu sa dette, mais pas suffisamment. Donc la dette n'a cessé d'augmenter depuis les années 70, sachant que donc le calcul a été fait, cette augmentation de la dette est pratiquement entièrement due aux intérêts de la dette. Donc ce qu'on donne aux investisseurs privés. Donc ça nous revient en partie parce que notre épargne, c'est également des des prêts, auprès des États. Donc quand vous avez des intérêts sur votre épargne, ben, vous récupérez, tout cet argent qui est de dette qui s'accumule auprès des États. Mais si jamais, l'État avait pu emprunter depuis les années 70 auprès de sa banque centrale, bon là on a les chiffres en 2012, je ne sais pas ce qu'il en serait aujourd'hui, mais en gros on serait passé de 20 de dette dans les années 70 à 30. Donc ce qui serait totalement gérable. Donc là c'est vraiment une décision politique catastrophique qui a été que l'État ne peut plus emprunter auprès de sa banque centrale. Il faut qu'il y ait de la croissance. On parlait tout à l'heure de la croissance, une croissance juste, une croissance verte, mais une croissance qui rapporte des recettes, hein, des impôts. Ça aide à rembourser la dette. Et puis, il faut quand même qu'on soit... Donc encore une fois, oui, si on décide de ne pas emprunter auprès de sa banque centrale, il faut de la croissance. Mais on pourrait très bien imaginer un système où il n'y a pas de croissance, on emprunte les sous auprès d'une banque centrale, et on rembourse les sommes prêtées, dès qu'on en a les moyens. un peu plus efficace dans nos dépenses. C'est pas facile à faire, hein. C'est un effort de choix, d'économie, d'efficacité publique, mais moi j'y crois. Mais dans le cas où la décroissance arriverait et qu'on puisse pas faire autrement, est-ce que la Banque de France, elle se prépare à ce genre de scénario? De manière générale, est-ce que la Banque de France, il y a des scénarios auxquels elle se prépare? Par exemple, il y avait une question qu'on m'a envoyée, c'est s'il y a un effondrement de l'euro, est-ce qu'il y a un plan d'urgence pour revenir au franc, par exemple? Alors là, c'est dommage parce qu'il y a 2 questions qui sont mêlées, du coup le gouverneur va répondre un peu entre les lignes. Il y a vraiment la question de est-ce que s'il y a la décroissance, bah, la Banque de France est prête à répondre, aux problématiques qui sont créées. Mais il y a également cette question de l'effondrement de l'euro ou d'une sortie volontaire de la France de l'euro
et ça, il va y répondre, plus ou moins, mais disons qu'il va répondre autour de la décroissance. Mais après, on va y revenir, il va répondre, sur la question d'une sortie de la France de l'euro. Mais vu que les 2 questions sont un peu mêlées, je trouve que c'est dommage, on perd en qualité de réponse. C'est-à-dire Oui, que- alors ça, figurez-vous, c'est une question qu'on nous a beaucoup posée avant l'élection présidentielle de 2017. Ok. Parce que ce n'était pas totalement théorique, si vous vous souvenez. Et on a dit que non. On n'avait pas de préparation particulière à tel ou tel scénario. Alors là, ça montre le sérieux quand même, hein, de ces gens-là. Ils ne se préparent qu'à ce qu'ils envisagent, en fait. Donc, pour eux, l'euro va perdurer pendant des dizaines d'années, voire une éternité. Coup et ils anticipent absolument rien. C'est un peu le même problème qu'on a eu avec la crise sanitaire, hein. Pour nos dirigeants, bah, une économie peut être internationalisée et on peut faire venir les produits de partout dans le monde et sans aucun souci. Sauf que, bah, une crise sanitaire, les transports qui s'arrêtent et on s'aperçoit qu'un État devient complètement dépendant de ce qui se passe à l'étranger et incapable de subvenir à ses besoins. Donc, ces gens-là ont une pensée, très court-termiste et sont totalement incapables de prendre conscience des, des aléas qui peuvent arriver, en termes sanitaires, en termes économiques. Et donc, très concrètement, en 2017, si un parti au pouvoir, décide de sortir de l'euro, ben, la Banque de France n'est pas préparée. Elle y fera face, comme il va le dire, mais elle n'est pas préparée, n'a aucun plan pour sortir de l'euro. Donc c'est quand même assez grave pour des institutions aussi importantes. Par contre, on fera face à toute situation qui se présenterait parce que c'est notre mission. Mais je ne pense pas que la décroissance menace notre pays. Par contre, il faut qu'on change notre croissance. Il faut qu'on essaie que la croissance soit la plus forte possible. Ok. Parce que ça apporte, ça réduit les inégalités, ça apporte des moyens de financer la transition écologique. Heu, la croissance réduit les inégalités, ça a jamais été réellement prouvé. Effectivement, ça augmente le niveau de vie des plus pauvres, mais ça ne diminue absolument pas les inégalités, hein. Les plus riches s'enrichiront. Oh là là, ça c'est un bel exemple de phrase à dire pour s'entraîner, pour chauffer sa voix. Donc on va le dire autrement, mais les plus riches continueront de s'enrichir pendant beaucoup plus vite que les plus pauvres, tant qu'il y aura de la croissance. Ça ne réduit absolument pas les inégalités. Mais il faut que ce soit une croissance un peu différente. On a créé un réseau international de toutes les banques centrales et de tous les superviseurs pour verdir le système financier. On a créé ça à Paris. Verdir le système financier. Non, je suis désolé, mais avec ces termes-là, je suis obligé de réintervenir. Désolé, ça hache un peu la vidéo, mais verdir le système financier, encore une fois, je m'attends à ce qu'ils aillent planter des arbres à côté de la BCE, mais c'est à peu près tout ce que j'attends de leur part. En décembre 2017, on a commencé, on était 8, et maintenant on est près de 100. C'est un très beau succès français. Le secrétariat mondial de ce réseau est à Paris, assuré par la Banque de France. Et une des choses qu'on fait, c'est de fournir des scénarios économiques en fonction de ce qui se passe sur le climat. On va parler des crypto-monnaies. Vous en avez ou pas? Non, j'en ai pas, et d'ailleurs on va y venir, c'est pas tout à fait des monnaies. Une monnaie, c'est quoi? C'est quelque chose dont la valeur est stable. Je disais tout à l'heure, une bonne monnaie, on vous garantit la stabilité des prix. Voilà, donc il rappelle bien, une bonne monnaie, c'est uniquement une monnaie qui est stable, hein. Tout le reste, est-ce que ça finance les gens qui sont dans la difficulté? Est-ce que ça permet, enfin, tout ce qu'une monnaie pourrait permettre, en fait, ils en ont absolument rien à faire. Ils tentent effectivement de verdir l'économie, hein, comme ils le disent, mais eux, une bonne monnaie, c'est une monnaie qui est stable et enfin bref. Inflation autour de 2%. Et comme sa valeur est stable, elle inspire confiance. Si je vous propose de vous payer en euros, ou si vous allez dans n'importe quel commerce, vous pouvez payer en euros. Le Bitcoin, sa valeur est totalement instable. Personne n'est responsable de la valeur du Bitcoin. Alors que moi, avec Christine Lagarde et quelques autres, je suis responsable de la valeur de l'euro. S'il y avait trop d'inflation sur l'euro, c'est moi que vous venez critiquer. Ok. Le Bitcoin, il s'écroule. Une question d'un ami à moi Hmm. qui m'a dit quid de l'émission d'une monnaie virtuelle adossée à une banque centrale pour concurrencer le Bitcoin? Alors, ça, c'est un vrai projet, ce qu'on appelle l'e-euro, hein, Ouais. ou l'euro numérique. On n'a pas décidé encore, parce que ça pose beaucoup de questions. Mais nous, à la Banque de France, on a lancé 8 ou 9 expérimentations aujourd'hui de monnaie numérique de banque centrale, avec un certain nombre de partenaires, d'innovateurs du secteur privé. Donc voilà, là, ils ont lancé 8 projets, ils réfléchissent, très concrètement à ça, mais pas un seul projet de réflexion sur une sortie de l'euro. C'est quand même, moi ça c'est fou, quoi. Les gens sont capables de réfléchir à des projets de monnaie numérique, sachant qu'en plus ils parlent de verdir de l'économie juste avant et que ce genre de monnaie, numérique sont complètement désastreuses pour l'environnement. Donc ça, ils y réfléchissent activement, mais pas une seule réflexion sur une sortie de l'euro potentielle. Et à la Banque Centrale Européenne, on va décider en juillet, là, dans quelques jours, si on lance un prototype. Et puis si le prototype fonctionne, on décidera probablement 2 ans plus tard de lancer un euro numérique. Mais c'est très différent du Bitcoin. Ouais. Ce qui est intéressant dans le blockchain, c'est la technologie. Enfin, dans le Bitcoin, pardon, c'est la technologie, c'est-à-dire la blockchain.
la Banque de France teste des blockchains. Et donc, avec l'e-euro, on veut prendre le meilleur de la technologie, puis ça permet d'avoir des smart contracts, c'est-à-dire que vous échangez de l'argent, mais en face de ça, vous avez des contrats, vous avez des informations. Alors, ce qui est marrant aussi, là j'arrête 2 secondes aussi, c'est que le blockchain, ce qui est intéressant, c'est aussi, tout ce côté décentralisation de l'économie avec une création monétaire décentralisée et une banque centrale va essayer de se réapproprier la chose alors que, l'idéologie de départ, c'était justement de créer le bitcoin et la technologie blockchain pour éviter que des crises systémiques comme ce qui s'est passé en 2008 se reproduisent et donc encore une fois, le système est tellement puissant qu'ils arrivent à tenter de se réapproprier, on va voir si ça fonctionne, mais à se réapproprier les outils qui sont censés être créés pour lutter contre eux, mais ils se les réapproprient régulièrement et c'est incroyable. Vous avez éventuellement des titres que vous échangez. La technologie est très prometteuse. Mais ce qu'il faut, c'est avoir le meilleur de deux mondes. C'est-à-dire vous avez la bonne technologie, mais vous avez la sécurité qu'apporte la Banque centrale en vous disant votre euro, il aura toujours la même valeur, je vous le garantis. Du coup, si je comprends bien, donc pas les crypto-monnaies, mais les crypto-actifs, est-ce que vous les voyez comme des menaces? C'est pas des menaces pour nous, hein, on n'est pas là pour défendre notre précaré. Mais il faut poser toutes les règles du jeu pour que ça ne soit pas des menaces pour ceux qui les achètent et qui les détiennent. On va parler d'un dernier sujet, c'est la crise. On a toujours l'impression qu'il y a une crise qui va arriver. La question, c'est quand. C'est même pas est-ce qu'elle va arriver, c'est quand, en fait. Moi, j'ai une question très égoïste par rapport à la crise. Où est-ce que je dois mettre mon argent? Parce que j'ai entendu, si je le laisse en banque, apparemment, l'État me rembourse un certain montant de ce que j'ai laissé si jamais ma banque fait faillite. Je ne sais même pas si ça, c'est vrai. Est-ce qu'il faut que j'achète de l'or? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? D'abord, vous choisissez... Alors là, c'est marrant, il va un peu esquiver la question, il va répondre dans un deuxième temps, mais dans un premier temps, il va quand même essayer d'éviter le sujet, quoi. Vous allez voir ça, c'est encore des techniques de communication. librement. Mais si vous voulez laisser votre argent en euros sur votre compte en banque, vous n'avez aucun risque. Voilà, je vais le dire très clairement. Ah ouais? Pour deux raisons. C'est que l'euro est une bonne monnaie et puis que les banques en France sont solides. Et je peux vous dire que les règles de... Bon, on va finir par savoir que l'euro est une bonne monnaie, hein, il ne cesse de le dire. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont se dire que l'euro est effectivement une bonne monnaie, hein, vu qu'on leur dit en permanence. Par contre, sur le deuxième point, les banques françaises sont solides, c'est effectivement le cas. Donc depuis la crise de 2008, il y a quand même deux, trois choses qui ont été mises en place. Notamment, il y a des stress tests qui sont effectués auprès des banques et ces tests sont faits régulièrement. Là, il y en a un qui a été fait récemment, justement, dans les résultats à la fin du mois de juillet. Et ces tests, donc on peut discuter également de leur qualité, hein. C'est pas forcément les tests les plus durs au monde, même s'ils sont renforcés année après année, mais pas forcément un révélateur de la vraie résistance des banques et de la vraie résilience des banques à une crise économique. Mais ce qui est intéressant de noter, donc, c'est que c'est ce qu'il dit là, donc il y a régulièrement des stress tests depuis 2014. Les banques ont renforcé ce que l'on appelle leurs fonds propres. On s'est aperçu aussi de la fragilité de certains établissements, comme les deux principales banques allemandes qui sont révélées pas si solides qu'elles le prétendaient. Idem en Italie. En revanche, pas de problème du côté des banques françaises. Donc je reviens là-dessus parce qu'effectivement, les banques françaises sont solides. Donc encore une fois, ce qu'il dit est vrai, hein. Globalement, tout ce qu'il dit dans la vidéo est relativement vrai, sauf qu'il évoque pas les choses qui sont ennuyeuses. Donc effectivement, les banques françaises, si on place notre argent dessus, on craint pas grand-chose. Mais il faut bien comprendre que si les banques allemandes ou italiennes s'effondrent, faut pas croire que les banques françaises ne seront pas touchées. On a vu en 2008 qu'une banque américaine pouvait toucher l'économie mondiale. Donc voilà, c'est vrai et faux à la fois, en fait. C'est pas parce qu'on met de l'argent dans nos banques, qu'on est protégé parce que nos banques sont solides. C'est un système beaucoup plus, relié que ça. Vous savez, la première menace sur vos économies, c'est pas du tout la faillite de votre banque, c'est même pas la crise, c'est l'inflation qui mangerait année après année vos économies. Alors ça, on a typiquement affaire à un discours de bourgeois, de riches, de tout ce que vous voulez, de gens qui sont inquiets de ce que va devenir leur épargne parce qu'ils en ont plutôt pas mal. Donc faut pas s'inquiéter pour eux, hein. Quand ils commencent à en avoir trop, ils investissent dans l'immobilier ou dans l'or ou dans tout ce qu'ils veulent. Mais globalement, c'est très important pour eux que l'inflation reste donc, comme il disait, autour des 2 des 3 et ne s'envole pas parce que plus l'inflation monte, plus les économies perdent de la valeur au cours des années, si l'inflation est supérieure à la croissance de l'économie, bien évidemment. Et du coup, ils luttent pour que l'inflation reste basse parce qu'effectivement, quand on a des sous de côté, une inflation forte, c'est avantageux. Alors que pour les gens qui souhaitent accéder à la propriété ou faire des emprunts pour acheter des biens, une inflation forte, c'est très avantageux au contraire pour eux parce que dans ces cas-là, le prix de leur emprunt ne fait que diminuer année après année et ça leur coûte beaucoup moins cher à rembourser. Donc là, le fait que l'inflation soit en risque, c'est vraiment un problème de riche, hein. C'est quand on a beaucoup d'argent sur son compte qu'on s'inquiète d'avoir de l'inflation qui pourrait grignoter nos économies petit à petit. L'inflation, elle est aujourd'hui très basse, on s'est engagé à la maintenir autour de 2%. Mais donc, c'est pas possible. Je suis désolé, je réinsiste. Donc, je peux pas, genre, si j'ai de l'argent
Et donc là, heureusement qu'il réinsiste parce qu'il va enfin répondre à la question. Ma banque, si jamais elle fait faillite, déjà vous dites qu'elle peut pas faire faillite, mais si elle fait faillite, Si jamais elle faisait faillite, votre épargne est garantie jusqu'à 100 000 euros. Si vous avez plus de 100 000 euros sur votre compte en banque, tout ce qui est au-delà de 100 000 euros pourrait être réquisitionné pour financer les pertes de la banque. Donc notre argent est loin d'être protégé et ce seuil de 100 000 euros a été instauré il y a quelques années. Rien ne dit que ce seuil ne va pas descendre à 50 000, à 20 000, à 10 000 euros au cours des années qui viendront pour assurer leurs arrières. Déjà, j'ai appris beaucoup de choses. ouais, Tu moi vois, aussi, alors qu'on a un bon niveau, je pense, quand même, sur ces questions-là, Ouais. en prétention, mais tu vois, moi, je m'intéresse beaucoup à ça, je lis beaucoup là-dessus, et en fait, j'ai appris des choses. Il est hyper pédagogue, très synthétique, voilà. Je trouve Ouais. que Moi, j'aurais aimé qu'on ait un peu plus de temps, tu vois, pour creuser les Ouais. questions, notamment, je sais pas, les questions de décroissance, de crypto. Alors là, c'est un bon point pour lui quand même, il aurait aimé avoir plus de temps pour creuser les questions. Après, le fait qu'ils aient appris beaucoup de choses, au vu de ce qui est dit là, même moi qui m'intéresse, à l'économie, bon assez activement, mais sans avoir fait d'études dans le sujet ou quoi que ce soit, la plupart de ce qui est dit par le gouverneur, je le sais et je sais également ce qui n'est pas dit par le gouverneur donc ça montre quand même qu'ils ne sont pas très très pointus sur le sujet et que vraiment un youtubeur spécialiste de l'économie aurait été beaucoup plus adapté pour aller interviewer le gouverneur. J'y reviens, j'ai dit ça en début de vidéo, mais ça me semble vraiment essentiel. on s'est beaucoup posé la question de ce que vous alliez en penser. Ouais. Et Oula. il faut nous encourager à sortir de cette zone de confort. Et on va regarder tout de suite ce que les abonnés de la chaîne de Cyrus en ont pensé justement, parce que je trouve ça vraiment très, très intéressant. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Est-ce qu'ils se sont fait berner par les propos du gouverneur? Est-ce qu'ils ont pris tout ça pour argent comptant ou est-ce qu'ils ont un peu d'esprit critique? Donc le premier commentaire le plus mis en avant, le plus aimé de la chaîne de Cyrus, m'a beaucoup plu. Alors je sais pas si tu lis ce commentaire Cyrus, dans ce cas, coucou et merci pour ton travail. Je t'ai trouvé très sceptique à de nombreux moments face aux réponses du gouverneur de la Banque de France. Aussi voudrais-je te suggérer si les clauses de ton contrat, passé avec la Banque de France te le permettent, de décrypter et de revenir sur les réponses que l'on t'a données avec un économiste n'appartenant pas à la même école économique que le gouverneur de France, dont le discours est typique de l'école néoclassique, même néo-keynésienne. J'espère que tu tomberas sur ce message et que tu auras l'occasion d'y répondre favorablement. Encore merci pour toutes tes vidéos que je suis avec assiduité et bonne journée, soirée. Donc là déjà, très bonne première remarque. Effectivement, on voit quand même que Cyrus, lui, de son côté, ne prend pas tout pour argent comptant, hein. On le voit froncer des sourcils, régulièrement. Après, il a effectivement pas eu le temps de forcément approfondir les sujets et c'est dommage qu'il ait pas pris le temps en fin de vidéo quand même de revenir sur 2-3 points qui lui semblaient un peu contestables. Mais ce qui serait vraiment intéressant, et j'espère qu'il le fera, ce serait effectivement de faire une autre vidéo avec un économiste et de parler de ce qui a été dit et de pouvoir avoir une vision un peu plus globale du sujet et plus ouverte et ensuite, libre à chacun de se faire son avis, hein. Pareil, là, moi j'ai un avis très marqué, très à gauche avec des volontés de système économique totalement différents. Après, rien ne vous empêche de penser que le système actuel fonctionne très bien et qu'il faut le conserver. Donc que donnent les autres commentaires? La qualité de la vidéo est bonne, mais je rejoins d'autres commentaires sur le fait d'avoir un petit débrief de ces réponses et peut-être débunk certaines choses qui sont posées comme des vérités absolues. Donc voilà, pour ceux qui veulent ça, ben, venez voir ma vidéo, hein, c'est la première étape. Après, des économistes beaucoup plus sérieux que moi pourront le faire et le feront avec beaucoup plus de qualité, mais voilà, déjà ça permet d'avoir une petite remise en contexte de tout ce qui a été dit. Ensuite, hâte de voir les vidéos et articles de debunk. Contrepoint, parce que là, c'est vraiment une pub, on est d'accord. En ce qui concerne l'annulation de la dette, allez voir la vidéo de Eureka. Donc, Eureka, donc je remets le lien ici, chaîne YouTube vraiment passionnante, hein. Je vous invite tous à aller la regarder. C'est une chaîne, si vous voulez comprendre l'économie, alors que vous n'avez pas forcément des compétences de dingue enfin, dans le domaine à la base, ça permet vraiment de beaucoup mieux comprendre ce qui est dit et toutes les questions qui peuvent être traitées au niveau de la BCE, de la monnaie, des prêts, des marchés financiers. Enfin, allez voir cette chaîne et vous serez spécialiste de l'économie en même pas 2 semaines. Donc voilà, j'en étais à quel commentaire? Eureka, voilà. Ça dure 1h30, mais ça vaut le coup vu la réponse simpliste, voire fausse qu'apporte le gouverneur, on est d'accord? Donc j'ai essayé d'apporter un début de réponse à tout ce qui était faux et qui a pu être dit par le gouverneur. Encore quelqu'un de déçu. Je dois dire que je suis assez déçu de cette vidéo, pas tellement par les réponses du gouverneur. On s'attend à avoir des explications néoclassiques de la part des représentants des institutions bancaires gouvernementales et européennes, mais de l'absence totale de contradiction. Tu as donné le ton dès le début de l'entretien, c'est une masterclass, c'est donc une personne qui répond à des questions en s'appuyant sur les théories auxquelles il adhère. Il nous explique comment fonctionne l'économie selon lui, on est totalement d'accord. Le souci, c'est que ces théories ne font pas consensus, loin de là. Il y a sur ces questions différents courants soutenus par des économistes académiques. Après, je vois pas trop comment il aurait pu en être autrement dans ce format.
et cetera, et cetera. Donc voilà, encore quelqu'un qui a conscience que ce qui est dit, c'est une vision idéologique de l'économie, hein, c'est pas des vérités absolues. La croissance verte, un bel oxymore, et le cas de l'Islande pendant la crise de 2008 montre qu'on peut parfois pas rembourser certaines dettes. D'ailleurs, la différence entre un particulier qui emprunte et un État est énorme. Oui, c'est vrai que souvent cet exemple est pris par la plupart des politiciens actuellement, c'est que si je vous prête 100 € que vous me remboursez pas, je vous prêterai plus jamais de l'argent. Sauf que ça marche à l'échelle d'un individu. À l'échelle d'un État, un État, c'est quand même des institutions, un patrimoine, une armée, des réserves d'or, plein de choses qui fait que bon, peut-être qu'il va pas te prêter la première fois, il va pas te rembourser la première fois, mais s'il te redemande de l'argent, il y a quand même moyen que tu te dises: «Bon, je vais lui faire confiance, tant pis s'il m'a pas remboursé la première fois», et puis vu tous les intérêts qui ont été perçus depuis les années 70, je pense qu'ils ont gagné beaucoup plus que ce qui reste à rembourser, donc ils reprêteraient à nouveau, j'en suis persuadé. Ensuite, alors certes, la Banque de France est indépendante, cependant, je pense que ça peut être important pour ta communauté d'avoir un deuxième son de cloche sur les questions que tu as posées au gouverneur. Donc voilà, les gens insistent, hein, ils veulent vraiment l'avis d'autres économistes ou d'autres personnes sur le sujet. Heureux de ne pas être le seul à avoir rigolé sur croissance verte, on est d'accord. Pourquoi j'ai la sensation de me faire avoir quand je regarde cette vidéo? Pourrais-tu déconstruire cette vidéo avec différents économistes, s'il te plaît? Parce que là, j'ai un peu l'impression d'entendre du Macron au Fillon avec des raisonnements simplistes du genre: «Il faut rembourser la dette, si vous me prêtez de l'argent et que je ne vous rembourse pas, vous allez l'avoir mauvaise et vous ne me prêterez plus». Un peu binaire comme façon de penser au niveau Banque de France. Effectivement, la croissance réduit des inégalités. MDR, ce qu'il ne faut pas entendre, il y a rien qui polarise plus que la croissance. Bon, ça, je l'ai évoqué dans la vidéo également. La croissance réduit des inégalités, best joke ever. Voilà, les gens insistent dessus. Quand j'ai entendu croissance verte, j'ai continué, mais j'étais plus dedans. Tu ne l'as pas trouvé hyper langue de bois. Sur la finance verte, il y a une super émission de La Terre au carré sur le sujet il y a quelques jours. Voilà, bon, je vais en lire encore un ou deux, puis on arrêtera la vidéo, mais vous avez compris que finalement, il n'y a pas un seul commentaire mis en avant qui dit: «Ouah, Sirius, trop bien ta vidéo, j'ai appris trop de choses». Les gens sont finalement plutôt bien informés, ce qui est très agréable à savoir, et ne se laissent pas berner, hein. Moi, je suis quand même impressionné par la qualité des commentaires, enfin la qualité des commentaires, peut-être parce que je suis d'accord, hein, mais les gens me semblent quand même, avoir un avis très pertinent sur ce qu'est cette vidéo, donc de la publicité et la langue de bois qui est présente dans cette vidéo, en fait. Waouh, j'étais absolument dépité en sortant de l'interview. Je suis absolument euphorique en lisant maintenant les commentaires sous cette vidéo. Personne pour tomber dans le panneau de la doctrine néolibérale, personne pour prendre les réponses de cette interview comme une masterclass. Désolé Cyrus, je t'adore, mais tes abonnés ont ici produit un meilleur travail que toi par leurs réponses. L'intelligence collective, ce n'est pas qu'une formule. Croissance verte, l'euro c'est super, annuler la dette, bah non, plus d'austérité c'est mieux, bonne tranche de rigolade cette vidéo, et cetera, et cetera, et cetera. Bon, je vais arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'est un retour, à chaud, hein. J'ai vraiment préparé, en 10 minutes, 2-3 liens pour vous expliciter certaines choses qui avaient été dites dans la vidéo et revenir dessus et un peu combattre les contre-vérités. Mais voilà, j'espère que ça vous motivera encore plus à réfléchir à ce qui vous est proposé par les youtubeurs actuellement, dès que ça touche des questions un peu politiques. L'économie, c'est très politique selon moi, donc tout ce qui est politique, questions environnementales, et cetera. Faut bien réaliser avec qui les youtubeurs font leur featuring, pourquoi ils le font et quel recul ils ont sur la chose, et je vous invite à avoir encore plus de recul qu'eux quand c'est possible. Ben, je suis content d'avoir pu faire ce débunkage, ça me soulage honnêtement de pouvoir dire tout ce que j'ai à dire sur ce genre de sujet. Là, généralement, j'ai pas le temps, je garde tout en moi et je vais mourir de stress à force de garder, tout toutes ces réflexions. Mais voilà, ça fait du bien. Bon allez, je vous remercie, d'avoir regardé cette vidéo. Je vous incite à continuer à vous intéresser à la politique et je vous dis à bientôt.